Ma sœur racontait à qui voulait l'entendre que mon mari était fou d'elle en secret, et le jour où je lui ai prouvé le contraire, elle en a fait une scène monumentale. Tout a dégénéré dès que Chloé s'est mise à sortir des remarques étranges sur mon mari Ryan, sans aucune discrétion. Elle balançait, carrément à table devant tout le monde, que Ryan était évidemment amoureux d'elle. Sa seule justification, il lui avait filé un coup de main pour déplacer un canapé, réparer son ordi planté, ou encore redonner du jus à sa batterie de voiture sur un parking. Des attentions banales, en somme, faites par n'importe quel beau-frère correct. Pourtant, Chloé en faisait tout un mélodrame. « Vous avez vu la vitesse à laquelle Ryan a débarqué quand je l'ai appelé pour ma voiture ?» lançait-elle devant la famille. « Il a tout lâché pour moi. Ma mère ne savait plus où se mettre, mon père se raclait la gorge, et moi j'essayais de ne pas finir par lui lancer ma fourchette. Chloé, c'est mon mari, il est juste sympa. » « Sympa ? Laisse-moi rire. Aucun homme ne ferait tout ça pour une femme qui ne l'intéresse pas. Il le fait parce que je suis sa femme. »« Oui, mais il l'a fait pour moi aussi, » répliquait-elle, avec son petit sourire en coin. « Alors, qu'est-ce que tu crois ? Que tu délires, tout simplement. » Elle gloussait, amusée. « T'es vraiment naïve. » Et ça continuait. Si jamais Ryan m'envoyait un message pour me demander si je voulais quelque chose du supermarché, elle essayait de lire par-dessus mon épaule. « Tu vois, il cherche déjà une excuse pour passer ici. Il veut forcément me voir. Tu rêves, Chloé ? Il me demande juste si on manque de lait. » Mais elle ne s'arrêtait jamais. Quand Ryan l'a aidée à installer un ventilateur de plafond parce que son proprio était aux abonnés absents, elle s'en est même vantée sur les réseaux. Trop de chance d'avoir quelqu'un qui accourt dès que j'ai besoin. Et quand on lui demandait qui c'était, elle restait mystérieuse. Quelqu'un de spécial. Très vite, mes amis ont commencé à me glisser à l'oreille. On voit beaucoup de posts de Chloé sur Ryan. Tout va bien ? Mais non, rien n'allait. J'ai tenté d'en parler à Ryan qui, lui, ne voyait pas le souci. Elle blague, tu sais bien. Non, elle blague pas. Elle a même raconté à ma cousine que tu craquais pour elle. Là, Ryan a carrément tiqué. Hein ? Mais pourquoi elle inventerait ça ? Parce que tu l'aides tout le temps. Et alors ? C'est ta sœur. Je passe pour un connard sinon. C'est là que j'ai eu une idée. Et si tu jouais justement le connard pour voir ? Arrête de lui rendre service, quoi. Au début, il n'était pas chaud du tout. Puis devant la dernière pique de Chloé à son frère, genre « C'est flagrant qu'il y a une alchimie entre nous », il s'est dit « Ok ». La prochaine fois que Chloé l'a appelé pour une panne de Wi-Fi, Ryan lui a simplement répondu qu'il était pris. Elle m'a téléphoné dans la foulée. Ryan veut pas venir réparer ma connexion. Et alors ? Il a toujours été là pour ça. Ben plus maintenant. 2 jours après, rebelote pour porter ses meubles. Refusé net. Elle a fini par débarquer chez nous. Mais qu'est-ce qui lui prend à Ryan ? Rien, tout va bien. Bah pas du tout. Il veut plus rien faire pour moi. Il est froid, intéressant. Tu remarques quand il arrête de tout plaquer pour toi, hein ? Elle s'est énervée. Où tu veux en venir ? Nulle part. Tu dis toi-même que les hommes n'aident que les femmes qui leur plaisent. Voilà, Ryan ne t'aide plus, ça te fait quoi ? Elle a esquivé, mais au repas suivant, elle a remis ça. Ryan est odieux. Il me refuse même un coup de main pour une pauvre étagère. Mon oncle a éclaté de rire. Pourquoi Ryan irait bouger tes meubles ? C'est pas ton mari tout de même. Oui, mais il est toujours hyper serviable. Ma tante a pris la parole. Peut-être qu'il a autre chose à faire, non ? Chloé ruminait. N'importe quoi. Il a bien aidé sa collègue à réparer sa clôture la semaine dernière. J'ai surenchéri. Son collègue Tim lui a demandé le service parce qu'il s'était fait opérer du dos, c'est tout. Donc il préfère aider d'autres femmes, mais pas moi. Il file un coup de main quand le compagnon ne peut pas le faire. Toi, t'es célibataire, Chloé. Y a personne à remplacer. Et là, elle a viré rouge. Tout ça, c'est à cause de ce que j'ai dit, hein ? Tu parles de cette histoire que tu rabâches depuis des mois ? Que mon mari est amoureux de toi ? Ben oui, exactement. Un silence. Ma mère a fini par la reprendre. Chloé, tu as vraiment dit ça ? Mais c'est de l'humour. Tu te fiches de nous ? Tu as raconté à ma coiffeuse qu'il allait m'abandonner pour toi, à notre cousine qu'il te harcelait de messages. Sauf qu'il t'a jamais écrit en premier. Jamais. Chloé a cherché du soutien du regard, mais personne n'a bronché. Mon père avait la mine sévère. Tu dépasses les bornes, Chloé. En désespoir de cause, elle lâche. Bon, j'admets, je me suis plantée. Ryan peut redevenir normal ? Normal. Tu veux dire quoi ? Faire tout pour toi pendant que tu sous-entends partout qu'il te drague ? Pas de réponse. Pour moi, c'était fini. Jusqu'au soir où je découvre sa sortie sur Facebook, bien en haut de mon fil. 3 longs pavés où elle annonce qu'elle prend ses distances avec la famille, car certaines personnes la font se sentir mal et en insécurité. Elle ne donnait pas mon nom, mais ça crevait les yeux. Elle expliquait qu'on la punissait parce qu'elle avait trop de sentiments, qu'on supportait pas d'être moins séduisant qu'elle, et blablabla. Elle parlait de la toxicité de membres de la famille qui sacrifiaient le bien-être des autres par manque de confiance en eux. À la lire, c'était limite si elle ne se présentait pas comme la victime de harcèlement et pas comme celle qui, des mois durant, lançait partout que mon mari la voulait. J'ai relu 2 fois, histoire de vérifier si j'avais manqué un truc. Non, elle avait vraiment osé publier ça publiquement. 20 minutes plus tard, mon téléphone explosait. 15 commentaires et des amis qui, ne connaissant rien à nos histoires, lui envoyaient tout leur soutien, lui conseillant de fuir les gens toxiques et de s'occuper de son bien-être. Ma mère, mon père, Grayson, ma tante, mon oncle, tout le monde m'écrivait pour savoir si j'avais vu son post et ce qu'on faisait. Mon père, laconique, appelle-moi tout de suite. Ma mère, 3 messages d'affilée, morte de honte.
Grayson, interloqué, me demandait si Chloé avait complètement perdu les pédales. Je restais là, les yeux rivés sur mon téléphone, complètement dépassée par cette avalanche de messages. Impossible d'y croire. Chloé venait d'exposer notre histoire de famille, très personnelle, pour en faire un mélodrame public. Instinctivement, j'ai fait des captures d'écran, redoutant qu'elle ne supprime tout. J'ai tout archivé, son post et les commentaires, puis envoyé les preuves d'abord à Ryan, ensuite à mes parents, puis à Grayson. Je voulais que tout le monde sache exactement ce qu'elle avait publié, avant qu'elle ne puisse réécrire l'histoire à sa façon. Ryan m'a appelé à peine 30 secondes plus tard, hors de lui, décidé à répondre immédiatement pour remettre les pendules à l'heure. Je lui ai conseillé de patienter, de ne pas réagir à chaud. Si on fonçait tête baissée, Chloé retournerait ça contre nous, pour s'en servir comme preuve qu'on l'attaquait. Il avait du mal à se contenir, je le sentais à sa voix, mais il a accepté. Ce n'était plus juste mon affaire. Chloé salissait aussi son nom. 5 minutes plus tard, Isabella m'a envoyé un texto. Elle avait vu le post et voulait des explications. Même pour Chloé là, elle va trop loin, a-t-elle écrit. Je l'ai appelée. Je savais qu'un simple SMS ne suffirait pas. Je lui ai tout raconté. Les mois où Chloé prétendait que Ryan était secrètement amoureux d'elle, ce fameux repas de famille où tout avait explosé et la manière dont elle passait son temps à répéter que Ryan finirait par me quitter pour elle. Isabella n'arrêtait pas de répéter « Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire qu'on en soit là ». Elle se sentait mal de ne s'être rendue compte de rien. Elle m'a demandé pourquoi je ne lui en avais pas parlé plus tôt. Je n'avais pas vraiment de réponse. Sans doute que j'espérais, bêtement, que tout cela s'arrêterait tout seul. Bien sûr que non, ça n'allait pas s'arranger. En plein milieu de la conversation, ma mère m'a appelée, en pleurs, bouleversée par ce post Facebook qui donnait l'impression qu'on était une famille en miettes. J'ai dû écourter avec Isabella et répondre à ma mère. Elle était sous le choc, voulait appeler Chloé sur le champ pour lui ordonner de tout retirer. J'ai tenté de la raisonner. Si elle appelait maintenant, Chloé se sentirait encore plus acculée. Elle dirait qu'on l'attaque tous et qu'on veut la faire taire, et tout empirerait. Ma mère ne supportait pas que tout le monde soit témoin de cette scène de famille exposée sur la place publique, je la comprenais. C'était un cauchemar. Mais justement, c'était ce que recherchait Chloé. Provoquer, que ça explose. Il fallait garder la tête froide, être plus malin qu'elle. Même si ça lui coûtait, ma mère a fini par admettre qu'il fallait attendre. Ensuite, j'ai passé une éternité à rédiger ma propre réponse sur Facebook. Je voulais m'en tenir aux faits, sans tomber dans la provocation, sans attaquer Chloé de front. J'ai expliqué simplement que depuis des mois, ma sœur affirmait que mon mari était amoureux d'elle, qu'elle interprétait des gestes anodins comme lui réparer un ordi ou l'aider pour sa voiture, et qu'on avait tout tenté pour régler cela en privé avant que tout dégénère. Je suis restée calme, factuelle, pas une seule insulte, rien de personnel, juste la réalité. Ryan, avant que je le poste, a lu mon message et m'a dit que c'était parfait. Ça me donnait l'air raisonnable, et Chloé se discréditait elle-même, sans que j'aie besoin de le souligner. J'ai publié, et tout de suite, les commentaires ont afflué. D'anciens camarades de lycée, des collègues, des proches qui connaissaient Chloé et moi. En majorité, ils nous soutenaient, choqués face à l'attitude de Chloé, certains avouant même qu'ils avaient repéré ses messages sur Ryan sans oser rien dire. Puis Nila a commenté à son tour, racontant qu'elle se souvenait que Chloé lui avait déjà confié que Ryan finirait par me quitter. Elle avouait avoir trouvé ça bizarre, mais n'avait pas voulu s'en mêler, et maintenant, elle regrettait de ne pas m'en avoir parlé plus tôt. À lire ces témoignages, j'ai cessé de me sentir folle. Je n'inventais rien, je n'exagérais pas, d'autres l'avaient vu aussi. 40 minutes après, Chloé a enfin réagi à mon message. Dans ses commentaires, elle m'accusait de la manipuler, de réécrire l'histoire, assurant que tout le monde avait vu à quel point Ryan était toujours prêt à tout quitter pour elle, jusqu'à ce que je l'en empêche. Selon elle, c'était ma jalousie et mon insécurité qui détruisaient la famille, pas sa franchise à elle quant aux sentiments de Ryan. Son message était interminable, plein de détails, essayant de faire passer le fait que Ryan lui vienne moins en aide comme preuve qu'il se passait bien quelque chose entre eux dont j'aurais eu peur. Elle ajoutait que je ne supportais pas qu'il tienne à elle, et que je punissais tout le monde pour leur complicité. C'était déformé au possible. Elle avait transformé la gentillesse de Ryan envers sa belle-sœur en histoire d'amour sortie de son imagination. Alors Ryan est intervenu sous nos postes à toutes les deux. Quelques lignes, mais d'une clarté désarmante. Jamais il n'avait eu de sentiment pour Chloé. Il avait simplement agi en membre de la famille, comme il l'aurait fait pour n'importe qui, et ses insinuations le mettaient extrêmement mal à l'aise depuis des mois. Il a précisé qu'il avait cessé de l'aider non pas parce que je lui avais demandé, mais parce que la situation était devenue intenable à force qu'elle répande partout qu'il était fou d'elle. Il nous a toutes les deux taguées pour que ce soit bien visible. Son commentaire a eu plus de likes que nos messages réunis, et les réactions n'ont pas tardé. La plupart lui témoignaient leur soutien, suppliaient à Chloé d'arrêter. Certains compatissaient sincèrement, trouvant la situation difficile pour lui. Après ce message de Ryan, tout a pris une ampleur folle. La famille élargie s'en est mêlée, d'anciens amis de fac débarquèrent dans la conversation, mon oncle, ma tante nous soutenaient ouvertement, même des collègues de Ryan intervenaient, chacun de leur côté. Presque tous prenaient en parti pour nous, même si quelques parents éloignés estimaient qu'on aurait dû régler ça en privé, que c'était la honte de laver notre linge sale sur les réseaux, mélanger tout le monde dans cette histoire. Un cousin de mon père nous a carrément traités de gamins, nous demandant d'arrêter ça en ligne. Je comprenais ce point de vue, mais c'était Chloé qui avait tout mis sur la place publique, pas nous. Nous, on ne faisait que se défendre. Au fond, je me suis vraiment mise à regretter d'avoir publié quoi que ce soit.
Tout m'échappait, il y avait déjà bien trop de monde impliqué. Le lendemain matin, Chloé a remis le couvert. Cette fois, son message était bien plus long, truffé de détails. Elle écrivait que les hommes ne comprennent pas toujours leurs propres sentiments, que la société les pousse à refouler ce qu'ils ressentent vraiment. Elle affirmait que le malaise de Ryan ces derniers temps prouvait justement qu'il était totalement troublé par son attirance pour elle. Elle disait que je l'avais manipulé pour qu'il nie l'évidence de leur connivence et qu'un jour, forcément, la vérité finirait par éclater. D'après elle, on ne peut pas cacher indéfiniment les liens profonds, même en essayant de toutes ses forces de les dissimuler. Tout son texte avait des airs de grandes leçons de vie, comme si elle s'improvisait experte en relations humaines, alors qu'en vrai, c'était totalement délirant. J'ai relu 3 fois pour essayer de savoir si elle croyait vraiment à toute cette histoire ou si elle cherchait juste à sauver les apparences après s'être fait recadrer. Ryan est tombé dessus lui aussi. Il a secoué la tête sans rien dire. Il n'avait même plus envie de répondre, parce qu'à quoi bon argumenter quand l'autre réinvente la réalité pour coller à son propre roman? J'ai pris une capture d'écran que j'ai envoyée à mes parents. Ma mère m'a appelée aussitôt, paniquée, en me demandant ce qu'on devait faire. Avant même que je réponde, mon père, lui, avait déjà commenté la publication de Chloé. Je l'ai vu en direct. Il écrivait que son attitude était inacceptable et qu'elle devait se faire aider pour comprendre ce qui l'a poussée à avoir de tels écarts. Il disait qu'elle devait de vraies excuses à Ryan et à moi et que la famille ne pouvait plus faire comme si tout cela était normal. C'était la première fois qu'il prenait aussi nettement position, et en public en plus. D'autres membres de la famille ont liké son commentaire en moins de 2 minutes. Ma tante en a rajouté une couche, disant qu'elle était totalement d'accord. Des amis de mon père ont aussi manifesté leur soutien. Désolée que nous ayons à traverser tout ça. Chloé n'a répondu à personne. Elle a continué à publier comme si de rien n'était. Une photo de son café du matin, un mème sur les faux amis, une citation inspirante sur le fait de rester fort quand tout le monde vous tourne le dos. C'était dingue de la voir faire comme si mon père n'avait rien dit. Dans l'après-midi, Isabella m'a écrit. Elle proposait qu'on se retrouve, sans Chloé, pour tenter de trouver une solution en famille. Elle pensait qu'on pouvait tous se réunir chez mes parents, histoire de pouvoir parler franchement. J'ai accepté et j'ai prévenu ma mère pour savoir si c'était faisable. Elle a aussitôt répondu oui, c'était même exactement ce qu'elle pensait. On a calé la rencontre pour le lendemain soir. Ma mère a appelé ma tante et mon oncle. Moi, j'ai envoyé un message à Grayson. Tout le monde était partant. Ryan m'a demandé s'il devait venir. Je lui ai dit qu'il n'était pas obligé d'assister à une réunion spéciale concernant l'obsession de ma sœur pour lui. Il a juste répondu qu'il serait là de toute façon pour me soutenir. Le soir venu, on s'est tous retrouvés chez mes parents. Ma mère avait préparé du café et mis des biscuits sur la table, comme un dimanche classique, alors qu'en vrai, c'était une réunion d'urgence. On s'est installé au salon, un peu gêné, personne ne sachant par où commencer. Finalement, mon père a pris la parole. Il a dit qu'on devait mettre les choses à plat à propos de Chloé. Il a demandé si d'autres avaient déjà entendu des remarques tordues sur Ryan. Mon oncle s'est lancé le premier. Il a expliqué que Chloé lui avait demandé, il y a quelques semaines, s'il trouvait que Ryan était plus content quand elle était dans le coin, plutôt qu'avec moi seule. Il avait trouvé ça étrange mais n'en avait pas tenu compte. Maintenant, il faisait le lien. Chloé cherchait à savoir si quelqu'un d'autre voyait ce qu'elle s'imagine. Ma tante a renchéri. Chloé lui avait carrément demandé combien de temps elle devait attendre avant d'avouer ses sentiments à Ryan, sous prétexte qu'il était à l'évidence malheureux dans son mariage. Ma tante l'avait vite stoppé net, estimant qu'elle allait trop loin. Mais Chloé avait juste haussé les épaules, comme si sa tante ne comprenait rien. Grayson a ajouté qu'elle lui avait envoyé un long message sur tous les signes, qui prouvent que quelqu'un vous aime secrètement, même s'il ne veut pas l'admettre. Il était évident qu'elle parlait de Ryan. Elle listait des trucs comme inventer des excuses pour traîner près de quelqu'un, ou rendre service sans rien demander en retour. Grayson a avoué qu'il n'avait même pas répondu, ne sachant pas quoi dire. À les écouter, j'ai compris que c'était bien plus grave que ce que j'imaginais. Chloé ne se contentait pas de me dire ces choses. Elle travaillait toute la famille au corps, essayant sans doute de trouver du soutien à son obsession, ou au moins de créer le doute sur mon couple. C'était d'un calcul froid. J'en avais la chair de poule. Ma mère pleurait discrètement, répétant qu'elle ne comprenait pas comment Chloé avait pu en arriver là. Mon père a passé son bras autour d'elle et a dit qu'il fallait fixer des limites claires, mettre Chloé face aux conséquences. On a débattu plus d'1 heure sur la marche à suivre. Certains pensaient qu'il fallait l'ignorer, d'autres insistaient pour qu'elle consulte un thérapeute au plus vite. J'ai expliqué qu'on ne pouvait pas la forcer, mais qu'on pouvait choisir si on voulait l'inviter ou non aux réunions de famille. Ryan était du même avis, ajoutant que Chloé devait bien voir qu'il y aurait de vraies conséquences à ses actes. Au bout du compte, on a décidé ensemble que Chloé ne serait plus conviée à aucun événement familial tant qu'elle n'aurait pas accepté de se faire aider et présenter de vraies excuses, non seulement à Ryan et à moi, mais à tous ceux impliqués. Ma mère avait du mal à l'accepter. Elle répétait que, quoi qu'il arrive, Chloé restait sa fille et qu'elle ne voulait pas lui tourner le dos. Mon père lui a rappelé que mettre des limites, ce n'était pas l'abandonner. Au contraire, c'était peut-être le seul moyen pour qu'elle ouvre enfin les yeux et cherche de l'aide. Ma tante a affirmé qu'elle soutiendrait la décision de la famille. Mon oncle trouvait cela juste. Grayson a conclu en disant qu'il était grand temps d'imposer des conséquences. Mon père a pris l'initiative d'appeler Chloé pour lui annoncer la décision familiale. Il s'en voulait de ne pas avoir géré la situation plus tôt, dès les premiers signes, et regrettait de ne pas avoir supposé de limites claires dès le début, au lieu de simplement montrer son malaise pendant les repas. Ma mère a voulu discuter pour obtenir ce rôle,
Mais mon père a tenu bon, convaincu qu'il était important que Chloé entende la gravité des choses dans sa propre voix. Nous sommes tous restés dans la pièce, l'appel passé sur haut-parleur. Chloé a répondu après 3 sonneries, d'un ton enjoué. Mais mon père est allé droit au but. Il lui a dit que la famille s'était réunie et que tout le monde était d'accord pour dire que son attitude vis-à-vis de Ryan était déplacée et nuisible. Il lui a expliqué qu'elle ne serait plus la bienvenue tant qu'elle n'aurait pas entamé une démarche avec un professionnel et présenté des excuses sincères. Le ton de Chloé a immédiatement changé. Elle s'est mise à hurler que je passais toujours avant elle, qu'on le paierait le jour où Ryan finirait par dire ce qu'il ressent pour de vrai. Elle a lancé à mon père qu'il n'était qu'un mauvais père, qu'il prenait mon parti, et à ma mère qu'elle devait être fière d'avoir élevé une fille parfaite et une autre qui sert de punching ball. Mon père a tenté de garder la main, mais Chloé ne l'a pas laissé parler, répétant que personne ne savait ce qu'était l'amour véritable, ni une relation authentique, et affirmant que Ryan finirait bien par comprendre à côté de quoi il passe, qu'il reviendrait vers elle tôt ou tard. Puis, en pleine phrase, elle lui a raccroché au nez. Ma mère a immédiatement fondu en larmes. Elle n'aurait jamais imaginé en arriver là. Elle pensait que Chloé traversait seulement une mauvaise période et que ça finirait par passer. Mais l'avoir entendue crier comme ça lui a fait prendre conscience à quel point elle s'était voilée la face. Ryan m'a serré la main, ma tante est restée sans voix, Grayson s'est contenté de hocher la tête. On est tous restés assis, incapables de trouver les mots. Le lendemain matin, à mon réveil, 17 notifications m'attendaient. Chloé avait encore posté un message. Cette fois, un long texte sur la toxicité familiale et le rôle de bouc émissaire qu'on lui aurait infligé parce qu'elle osait dire les vérités qui dérangent. Personne n'était nommé, mais c'était évident de qui elle parlait. Elle accusait les familles qui refusent d'entendre la vérité de s'acharner sur la seule personne qui a le cran de les confronter, racontant être victime de maltraitance et couper tout contact pour préserver sa santé mentale. Elle sous-entendait que notre réaction était totalement gratuite, sans un mot sur les mois de comportements déplacés accumulés de son côté. 20 amis à elle, qui ne connaissent aucunement notre famille, avaient déjà commenté pour l'encourager, certains admirant qu'elle pose enfin des limites, d'autres déclarant qu'une famille qui ne supporte pas la vérité ne mérite pas notre présence, ou saluant son courage d'avoir mis de la distance. J'avais envie de tout clarifier, de répondre point par point pour rétablir la réalité, mais je savais pertinemment que c'est ce que Chloé espérait. Provoquer ma réaction pour alimenter son scénario de victime et utiliser chaque échange public comme preuve de toxicité. Alors je me suis abstenue, me contentant de voir défiler les commentaires, la colère montant. Isabella m'a appelé 1 heure plus tard, après avoir tout découvert sur les réseaux. Son conseil, tout documenté avec soin, pas seulement des captures d'écran, mais une chronologie détaillée avec date et témoins précis pour chaque propos ou acte de Chloé. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a expliqué que la situation avait trop dégénéré et qu'il faudrait des preuves si cela empirait encore. J'ai donc passé 3 heures accoudée à ma table à tout consigner. La moindre remarque faite par Chloé à table, assortie de la date et des gens présents, chaque post publié, chaque capture d'écran avec l'heure, toutes les personnes auxquelles elle avait parlé des sentiments supposés de Ryan, leurs noms notés, l'histoire du ventilateur en mars, la réparation de l'ordinateur en janvier, le coup de batterie dans le parking en novembre. À la fin, j'avais la main engourdie et 6 pages de notes en simple interligne. Mais Isabella avait raison. Poser tout à plat m'aidait à mieux comprendre et à retrouver la maîtrise. Je voyais enfin le schéma d'ensemble, comment tout avait pris de l'ampleur mois après mois. Le lendemain, c'est le frère de Ryan qui l'a appelé, après avoir lu tous les messages sur Facebook et reçu un privé de Chloé prétendant que Ryan était exécrable avec elle sans raison. Ryan m'a fait écouter en haut-parleur. Son frère était perdu, apparemment inquiet qu'on traverse une crise de couple. Ryan lui a tout expliqué depuis le début, ce que Chloé sous-entendait sur ses sentiments, nos tentatives de gestion en privé, l'explosion lors du dîner. Long silence de son frère, puis il a admis qu'il n'avait aucune idée de tout ça, pensait juste que Chloé en rajoutait parce que Ryan ne l'avait pas aidé à déplacer ses meubles. Il n'avait rien saisi du reste, ni de tout ce qu'elle raconte. Il a même présenté ses excuses de ne pas avoir pris au sérieux la première allusion de Chloé à leur alchimie, persuadé qu'elle plaisantait. Dans l'après-midi, 2 amis à moi m'ont envoyé des captures d'écran de messages privés que Chloé leur avait adressés. Mon estomac s'est noué en découvrant le contenu. À l'une, Chloé racontait qu'elle m'avait toujours jalousée, que je supportais mal qu'elle soit plus belle et plus drôle. À l'autre, elle affirmait que mon mariage était un désastre et que j'en faisais porter la responsabilité à tout le monde sauf à moi en refusant d'affronter la tristesse de Ryan. Elle affirmait que j'avais toujours exercé une emprise autoritaire et manipulé tout le monde. Et selon elle, la famille ouvrait enfin les yeux sur qui j'étais vraiment. Chloé se mettait dans la peau de la victime, prétendant avoir subi des années de maltraitance de ma part. Mes 2 amis m'ont confié qu'elle m'avait transmis les messages parce qu'elle les trouvait étranges et voulait discerner le vrai du faux. Elles ajoutaient qu'elles me connaissaient assez bien pour sentir qu'il y avait un problème, mais qu'elles tenaient tout de même à avoir mon point de vue. J'ai aussitôt envoyé à chacune le document chronologique que j'avais préparé, ainsi que des captures d'écran des propos les plus farfelus de Chloé. Celles où elle affirmait que Ryan allait la quitter pour elle, celles où elle parlait de leur soi-disant lien spécial et soutenait qu'il privilégiait toujours ses besoins à elle. Elle allait même jusqu'à transformer des gestes anodins en preuve d'un amour dévorant.
Mes amis ont réagi aussitôt. L'une m'a appelée bouleversée, désolée d'avoir pu douter ne serait-ce qu'un instant, et m'a avoué qu'elle n'aurait jamais pu imaginer à quel point Chloé s'était enfermée dans ses délires. L'autre m'a écrit pour me dire qu'elle en avait le cœur à l'envers après avoir lu tous ces échanges, et qu'à ses yeux, Chloé aurait vraiment besoin d'aide. Toutes deux se sont excusées de ne pas avoir réagi plus tôt en lisant les publications bizarres de Chloé sur Ryan, pensant sur le moment qu'il ne s'agissait que de querelles de sœurs, et non d'une situation aussi grave. Une semaine s'est écoulée après la réunion familiale où nous avions posé des limites. Un après-midi, ma mère m'a appelée en larmes. Elle m'a expliqué que Chloé ne répondait plus à ses appels, ni à ses messages depuis que mon père avait évoqué la décision de la famille. Chaque jour, parfois même 2 fois, elle lui laissait des messages vocaux où elle lui disait qu'elle l'aimait et voulait lui parler. Mais rien. Ma mère était partagée entre l'inquiétude et la colère. Selon elle, tout cela venait de Chloé, qui maintenant refusait de s'impliquer dans une quelconque solution. Elle répétait qu'elle ne savait plus quoi faire. Devait-elle aller chez Chloé, continuer d'appeler, ou la laisser tranquille? Je lui ai avoué que moi non plus, je n'avais pas la moindre idée de ce qu'il convenait de faire, mais que Chloé était adulte et devait assumer les conséquences de ses choix. Le samedi suivant, Ryan et moi sommes sortis dîner pour tenter de souffler un peu. On a choisi un resto italien à l'autre bout de la ville, persuadés qu'on n'y croiserait personne de notre entourage. Loupé. On venait à peine de commencer à manger, qu'une femme s'est approchée de notre table, visiblement nerveuse. Elle nous a expliqué nous avoir reconnus sur Facebook et qu'elle travaillait avec Chloé. J'ai senti mon ventre se nouer. Elle nous a assuré qu'elle ne voulait pas se mêler de nos affaires, mais qu'elle avait lu tous les posts. Elle souhaitait nous avertir. Au travail, Chloé affirme que sa famille s'est retournée contre elle, et selon plusieurs collègues, la façon dont elle en parle est franchement inquiétante. La femme paraissait mal à l'aise, hésitante à nous confier tout ça. Ryan l'a remerciée, elle s'est éloignée puis a fait demi-tour, précisant vouloir me parler d'autre chose en privé. Ryan a répondu que cela ne posait aucun problème, qu'elle pouvait tout nous dire. La collègue s'est installée quelques minutes à notre table. Elle nous a confié qu'elle était vraiment préoccupée par l'état de Chloé, qui semblait complètement obsédée par cette histoire au travail, n'avait que ça à la bouche, perdait facilement son calme à son bureau, et que son travail en pâtissait clairement. Sa responsable lui en avait déjà parlé à 2 reprises, lui demandant de se ressaisir. La collègue nous a demandé si Chloé avait toujours eu ce genre de comportement, ou si un événement avait tout déclenché récemment. D'après elle, ça dépassait de loin un simple conflit familial. On aurait dit qu'il y avait vraiment eu un dérapage. J'ai été incapable de répondre. À vrai dire, moi-même je ne savais pas s'il y avait eu un élément déclencheur ou si tout s'était installé progressivement. En repensant à l'année passée, j'ai essayé de me rappeler la première fois où Chloé avait parlé de Ryan, et là, tout m'est revenu. Il y a environ 8 mois, Chloé avait vécu une rupture désastreuse. Son copain l'avait laissée du jour au lendemain, et elle en avait été complètement bouleversée pendant des semaines. C'est à partir de là qu'elle s'était mise à faire des petites allusions concernant Ryan. Rien de bien méchant au début, juste des remarques sur sa gentillesse et sa disponibilité. J'ai expliqué tout ça à la collègue, qui a hoché la tête, comme si elle comprenait enfin le tableau d'ensemble. Après le dîner, j'ai appelé ma mère pour lui parler de ce que je pressentais sur le lien avec la rupture. Elle a confirmé que Chloé avait été abattue, qu'elle avait passé plusieurs jours à pleurer en se demandant ce qui avait pu mal tourner. Elle a suggéré que Chloé s'était probablement raccrochée à l'image de Ryan, comme à un fantasme rassurant, parce qu'il avait été bienveillant avec elle à ce moment-là et toujours présent. Peut-être avait-elle eu besoin de se persuader que quelqu'un la désirait encore, après avoir été rejetée. C'était la première fois que l'on envisageait que l'obsession de Chloé puisse trouver sa source dans sa propre souffrance, plutôt que dans ses sentiments pour Ryan. Le lendemain, mon père a appelé avec une suggestion qui a mis ma mère mal à l'aise. D'après lui, il serait utile de reprendre contact avec l'ex de Chloé pour savoir s'il avait déjà remarqué chez elle des signaux inquiétants avant leur rupture. Ma mère ne voulait pas l'y mêler, craignant de franchir une limite, ni entendre quoi que ce soit qui ternirait encore un peu plus l'image de Chloé. Mais avec mon père, on a estimé que cela pouvait être décisif pour comprendre la situation. Est-ce que la fragilité de Chloé datait d'avant toute cette histoire avec Ryan? Ou était-ce vraiment nouveau? Il devenait crucial de savoir à quoi on avait affaire. Grayson a accepté de contacter l'ex, car ils étaient amis avant la séparation. Il lui a envoyé un message le soir même, et à peine 1 heure plus tard, il avait déjà une réponse. L'ex s'est dit prêt à discuter, et a avoué qu'il s'inquiétait lui aussi pour Chloé, en entendant ce que des amis communs lui avaient raconté à propos de son comportement récent. Ils ont donc convenu d'un rendez-vous téléphonique le lendemain, et Grayson a mis le haut-parleur pour que mes parents et moi puissions écouter. Au début, l'ex semblait vraiment gêné, puis il s'est lancé pour raconter la fin de leur histoire. Il a expliqué que Chloé était devenue extrêmement paranoïaque et jalouse dans les derniers mois, l'accusant sans cesse d'être attirée par toutes les femmes à qui il parlait, voire qu'il regardait simplement. Un jour, une collègue lui a posé une question au bureau alors que Chloé était là pour lui amener à déjeuner. Elle a passé les 2 jours suivants convaincue que son compagnon entretenait une liaison avec cette collègue. Malgré ses tentatives pour la rassurer, la situation ne faisait qu'empirer. Elle s'est mise à l'épier, cherchant à déceler la moindre rencontre avec d'autres femmes, fouillant sans cesse dans son téléphone à la recherche de preuves qui n'existaient pas. Parfois, elle le réveillait en pleine nuit juste pour lui demander de qui il avait rêvé. À la fin, il a fini par rompre, incapable de supporter plus longtemps cette atmosphère irrespirable. Et elle, de son côté, s'est complètement effondrée. Il a avoué s'être senti très mal quant à la façon dont les choses s'étaient terminées.
mais il n'imaginait pas poursuivre avec quelqu'un qui l'accusait à tort en permanence. Grayson a alors voulu savoir si Chloé s'était déjà autant focalisée sur quelqu'un avant Ryan. Son ex a répondu que non, pas vraiment, même si elle s'était persuadée, lors d'un barbecue familial, que son propre frère la draguait. Pourtant, il était simplement aimable comme à son habitude, mais Chloé interprétait chaque sourire, chaque plaisanterie, comme une preuve d'attirance. Quand il lui a fait remarquer qu'elle exagérait et qu'elle se méprenait sur des comportements parfaitement normaux, elle s'est vexée, affirmant qu'il était simplement jaloux à l'idée que son frère puisse la trouver séduisante. Après cet appel, ma mère est restée sous le choc et n'arrêtait pas de répéter qu'elle n'aurait jamais imaginé que Chloé ait pu avoir ce genre de comportement dans sa précédente relation. Mon père a souligné que le problème ne concernait plus seulement Ryan, que c'était un vrai schéma chez Chloé. Elle voyait des intentions amoureuses là où il n'y en avait pas et se laissait aller à une forme de paranoïa affective. De mon côté, je ressentais un étrange mélange de soulagement et d'inquiétude. D'un côté, j'avais la preuve que je n'exagérais pas les comportements de Chloé. De l'autre, cela voulait dire que les difficultés de ma sœur étaient bien plus profondes que je ne l'imaginais. Ma mère a fini par reconnaître que Chloé avait besoin d'une aide professionnelle, et pas simplement de notre présence familiale. Elle a affirmé qu'il fallait considérer la situation comme une véritable crise de santé mentale, et non comme une succession de mauvais choix. Mon père était d'accord avec elle, et a suggéré de lui proposer à nouveau de l'accompagner dans une démarche thérapeutique, tout en maintenant les limites qu'on s'était fixées. Ma mère a donc appelé Chloé cet après-midi-là, et lui a laissé un long message sur sa messagerie vocale. Elle lui a rappelé qu'on l'aimait, que notre souhait était vraiment de l'aider à trouver le soutien dont elle avait besoin, mais que tant qu'elle ne ferait pas un pas vers un professionnel, notre position ne changerait pas. Elle lui a même proposé de l'aider à trouver un thérapeute et de prendre en charge les consultations si l'argent était un problème. 2 heures plus tard, Chloé a envoyé un message sur le groupe familial, où elle nous reprochait de l'avoir abandonnée précisément au moment où elle avait le plus besoin de nous, ajoutant qu'on finirait bien par regretter notre comportement et par admettre à quel point on s'était trompé sur elle. Ma mère en a pleuré de nouveau. Mon père, lui, paraissait à bout de force. Quant à moi, je n'éprouvais plus rien. J'avais l'impression que rien de ce qu'on faisait ne servait à quoi que ce soit avec elle. Nous sommes restés sans nouvelles de Chloé pendant 3 semaines. Puis, un après-midi, Isabella m'a appelé d'une voix bouleversée. Elle venait de croiser Chloé au supermarché, qui avait fait exprès de l'ignorer. D'après Isabella, elle était passée juste à côté d'elle au rayon fruits et légumes. Chloé l'avait bien regardée dans les yeux avant de détourner la tête, comme si elle ne s'était jamais rencontrée. Malgré tout, Isabella lui a adressé un bonjour, parce qu'ignorer quelqu'un qu'on connaît, ça reste étrange. Mais Chloé est partie sans rien dire, comme si de rien n'était. Isabella m'a confié que ce n'était pas du tout son genre d'habitude, elle qui est pourtant chaleureuse avec tout le monde, et que cette rencontre l'avait vraiment perturbée. Quelques jours plus tard, ma tante m'a appelée à son tour avec d'autres nouvelles. Chloé s'était présentée chez elle à l'improviste, en demandant si elle pouvait rester quelque temps. Ma tante a voulu savoir ce qui se passait, et Chloé a fini par avouer qu'elle ne parvenait plus à payer son loyer. Quand elle lui a demandé ce qu'il en était de son travail, Chloé est devenue méfiante, puis a reconnu qu'elle avait déjà reçu 2 avertissements pour ses mauvais résultats, et qu'elle risquait d'être licenciée. Ma tante a accepté de l'héberger une nuit, mais uniquement à condition qu'elle commence une thérapie et présente ses excuses à Ryan et à moi. Chloé a répondu qu'elle allait y réfléchir. Le lendemain matin, quand ma tante s'est levée, Chloé était déjà partie, sans prévenir ni laisser un mot. Quelques heures plus tard, elle publiait sur Facebook un message où elle s'en prenait à ceux qui, au sein de la famille, préfèrent poser des conditions à leur amour au lieu d'apporter un vrai soutien. Ma tante en a été blessée, mais aussi soulagée, car elle n'avait de toute façon pas envie de se retrouver à gérer les complications de Chloé chez elle. C'est à partir de ce moment-là que des amis communs ont commencé à me rapporter que Chloé prétendait partout que Ryan recommençait à lui envoyer des messages, qu'il s'excusait pour ce qu'il avait fait et qu'ils essayaient de renouer. J'ai mal vécu d'apprendre ça, surtout que c'était complètement faux. J'en ai parlé à Ryan, qui a aussitôt pris son téléphone pour me montrer pas un seul message échangé avec Chloé depuis ce fameux dîner de famille. Aucun appel, rien du tout. Il a tout fait défiler sous mes yeux et je n'ai aucun doute sur sa sincérité. Mais j'étais profondément en colère que Chloé invente de telles histoires et propage des mensonges qui pouvaient le décrédibiliser. Ryan, très sérieux, a déclaré qu'il faudrait peut-être envisager de lui envoyer une mise en demeure si elle persistait à colporter des propos mensongers sur lui. Ça m'a déplu d'en arriver là, mais j'ai compris qu'il valait mieux se protéger si elle continuait à inventer des rumeurs potentiellement nuisibles. On a donc commencé à se renseigner sur des avocats spécialisés. Avant même que nous ayons eu le temps d'aller plus loin, ma mère m'a appelée, paniquée. Chloé venait de la solliciter pour de l'argent, car elle venait de perdre son poste. Ma mère lui a demandé ce qu'elle comptait faire, et Chloé a simplement dit qu'elle avait besoin d'aide pour payer son loyer et ses courses, en attendant de retrouver un emploi. Ma mère lui a répondu qu'elle était tout à fait prête à financer une thérapie, mais pas les dépenses courantes, tant que la situation familiale ne serait pas réglée, et tant que Chloé n'accepterait pas de se faire aider par un professionnel. Chloé a raccroché, sans rien ajouter. Ce soir-là, mon père m'a appelé également pour m'annoncer qu'il comptait passer le lendemain matin chez Chloé, quoi qu'on en pense, parce qu'il trouvait normal de vérifier que tout allait bien. Je l'ai seulement prié de rester prudent et de m'appeler si jamais il avait la moindre inquiétude. Il est arrivé chez elle vers 10 heures et m'a aussitôt envoyé un message.
L'appartement de Chloé était dans un état épouvantable. La vaisselle s'empilait dans l'évier, les poubelles débordaient, il y avait des vêtements jetés un peu partout. Elle m'a ouvert la porte en pyjama, visiblement le même depuis plusieurs jours vu son état, et les cheveux gras, preuve qu'elle ne les avait pas lavés depuis un bon moment. Mon père m'a confié qu'elle avait vraiment triste mine, qu'elle paraissait amaigrie, presque comme si ses vêtements flottaient autour d'elle. Il lui a demandé s'il pouvait entrer, elle s'est juste écartée sans rien dire. En entrant, il a découvert des restes de plats à emporter entassés sur la table basse, tous les rideaux tirés qui plongeaient en la pièce dans une ambiance lugubre, presque oppressante. Il s'est assis et lui a demandé franchement ce qu'il se passait, si elle prenait soin d'elle. Aussitôt, Chloé a fondu en larmes, mais ce n'étaient plus les pleurs de rage auxquels on s'était habitué ces dernières semaines. Là, c'étaient des sanglots épuisés, brisés, qui l'ont vraiment inquiétée. Entre deux sanglots, elle a fini par avouer qu'elle savait que Ryan ne l'aimait pas, qu'il ne l'avait sans doute jamais aimée. Mais elle n'arrivait pas à se raisonner, car s'imaginer que quelqu'un tenait à elle lui faisait moins mal que d'affronter l'idée d'être seule, surtout après la rupture. Elle a expliqué à mon père qu'elle avait tout gâché et qu'elle ne savait plus comment rattraper tout ce qu'elle avait pu dire ou faire à la famille. Mon père l'a serrée dans ses bras pendant qu'elle pleurait, lui expliquant qu'elle avait besoin d'aide et que, même si on l'aimait toujours, il fallait qu'elle accepte de travailler sur elle-même. Chloé, honteuse, répétait qu'elle ne comprenait pas comment tout avait pu lui échapper comme ça. Au bout d'une vingtaine de minutes, mon père m'a appelé depuis chez Chloé et m'a demandé de venir, espérant que ma présence aiderait à calmer les choses. Je n'en avais pas spécialement envie sur le moment. J'étais encore blessée par tout ce qu'elle nous avait fait subir, mais en entendant Chloé pleurer en arrière-plan, j'ai senti que la colère avait laissé place à une réelle détresse, presque de la panique. Je me suis donc décidée à venir, et j'ai mis à peine une demi-heure à arriver. La discussion qui a suivi a été tout sauf facile, c'était vraiment un moment très gênant. Chloé s'est excusée, puis tout de suite après, elle a commencé à justifier son attitude, prétextant que la gentillesse de Ryan l'avait troublée au point de croire qu'il s'intéressait à elle. Je l'ai coupée net pour lui dire que ses sentiments n'excusaient en rien tout ce qu'elle avait pu dire sur mon mari, ni d'avoir raconté autour d'elle que Ryan lui écrivait ou voulait me quitter. Je lui ai dit clairement qu'il faudrait qu'elle change radicalement d'attitude avant que je puisse à nouveau lui faire confiance. Elle a accepté en pleurant, disant qu'elle comprenait. Mon père a évoqué l'idée d'une thérapie et Chloé a accepté tout de suite. Elle a demandé si on pouvait, pour l'instant, n'en parler à personne d'autre, parce qu'elle avait honte de tout ce qui s'était passé. Je lui ai répondu que ce n'était pas possible, que toute la famille devait savoir qu'elle cherchait de l'aide, parce que tout le monde se faisait du souci et attendait des preuves qu'elle prenait enfin ses responsabilités. Elle en a été peinée, mais a reconnu que c'était logique. Mon père a alors passé 2 jours à passer des coups de fil pour chercher des thérapeutes spécialisés, et il a fini par trouver quelqu'un de sérieux et bien noté, disponible la semaine suivante. Chloé a accepté le rendez-vous, et mon père s'est proposé pour l'accompagner, ce qu'elle a accepté avec un vrai soulagement. La veille de sa première séance, Chloé a publié des excuses sur Facebook, reconnaissant avoir inventé une histoire à propos de Ryan et expliquant qu'elle avait entamé un suivi avec une professionnelle pour certains problèmes personnels. Ce n'était pas aussi clair que je l'aurais voulu. Elle n'a pas précisé la nature du mensonge, ni présenté d'excuses nominales à Ryan ou à moi, mais au moins, elle commençait à assumer, et beaucoup lui ont témoigné leur soutien dans les commentaires, saluant le fait qu'elle prenne ses responsabilités et se fasse aider. Le lendemain matin, Ryan a lu son message en prenant son café. Il m'a simplement dit qu'il appréciait qu'elle ait fait cette démarche publiquement, mais qu'il n'était pas prêt à reprendre contact pour autant. Je l'ai parfaitement compris, et je lui ai assuré que, quoi qu'il décide, ma relation avec Chloé resterait désormais totalement à part de la sienne, et qu'il n'avait rien à se forcer à faire. Il avait l'air réellement soulagé qu'on ne cherche pas à lui imposer quoi que ce soit. Pendant le mois qui a suivi, Chloé a poursuivi sa thérapie et m'a envoyé quelques messages pour me donner des nouvelles de ses séances avec sa psy. Elle m'a expliqué qu'on lui avait diagnostiqué une forte anxiété et des problèmes d'attachement, aggravés par sa rupture 8 mois plus tôt. Apparemment, elle s'était réfugiée dans des attachements impossibles pour éviter d'affronter sa peur d'être seule. Ça expliquait pas mal de choses, même si ça n'excusait rien des mois de propos déplacés et de mensonges à propos de Ryan. Je lui répondais de façon brève, juste pour ne pas la laisser sans réponse, mais je tenais à garder mes distances. Un jour, ma mère m'a appelée d'une voix plus légère que d'habitude. Elle m'a annoncé que Chloé venait de décrocher un nouveau travail, qu'elle avait l'air d'aller nettement mieux, suivait 2 séances par semaine et n'avait plus lancé la moindre remarque déplacée à propos de Ryan ou de quiconque lors de leur conversation. Ma mère ajoutait que Chloé se renseignait sur les prochains repas de famille, se demandant quand elle pourrait revenir, sans jamais insister ou chercher à forcer les choses. 2 mois plus tard, ma mère m'a proposé d'inviter Chloé à un petit dîner familial chez mes parents. J'ai dit oui, mais à condition que Ryan ne se sente surtout pas obligé d'être présent ni de justifier son absence. Ma mère l'a tout de suite compris et a accepté sans discuter. Je pensais franchement que Ryan saisirait l'occasion d'éviter Chloé, mais à ma grande surprise, lorsqu'on en a parlé, il a affirmé vouloir venir avec moi, disant qu'il voulait me soutenir et qu'il ne pouvait pas fuir Chloé indéfiniment si elle faisait de réels efforts. Je lui ai demandé à plusieurs reprises s'il en était vraiment sûr. Il m'a confirmé que oui, alors ce samedi soir-là, on est allés tous les 2 chez mes parents. L'ambiance au début du dîner était plutôt tendue, tout le monde mesurait ses mots et restait sur la réserve. Mon père a lancé la conversation en demandant à Ryan des nouvelles de sa vie professionnelle, et Ryan a répondu sans s'étendre. Ma mère tenait absolument à resservir tout le monde, même si nos assiettes débordaient déjà.
Chloé, assise en face de moi, ne quittait pas son assiette des yeux. À la moitié du repas, elle a posé sa fourchette et a remercié chacun de ne pas l'avoir abandonnée. Elle s'est excusée encore pour toute la peine et le malaise qu'elle avait causé, surtout à Ryan et à moi. Sa voix tremblait légèrement, et j'ai vraiment senti cette fois qu'elle était sincère. Ryan lui a simplement adressé un signe de tête sans un mot, puis il a répondu quand elle lui a demandé le sel, mais il n'a rien fait pour lancer la conversation. Chloé, de son côté, n'a pas insisté ni cherché à attirer son attention comme autrefois. Elle s'est contentée de respecter sa distance et s'est tournée vers mes parents pour discuter. C'était bien la première fois que je la voyais accepter les limites de quelqu'un sans essayer de tout ramener à elle. Après le repas, alors que ma mère servait le dessert, Chloé m'a proposé qu'on aille parler 5 minutes, toutes les deux. J'ai jeté un coup d'œil à Ryan, qui m'a fait signe que c'était bon, alors je l'ai suivie sur la terrasse. Elle m'a expliqué que sa thérapeute lui avait ouvert les yeux. Elle avait projeté sur Ryan son envie d'une relation stable, car il représentait tout ce que son ex n'était pas. Elle m'a dit avoir confondu sa gentillesse avec des sentiments amoureux, tout simplement parce qu'elle avait désespérément besoin de quelqu'un de fiable dans sa vie. Je l'ai écoutée jusqu'au bout sans rien dire, puis je lui ai répondu que j'appréciais sa prise de recul, mais que la confiance se reconstruit lentement. Je lui ai dit avoir besoin de voir un vrai changement sur la durée, avant de pouvoir lui refaire confiance vraiment. Elle a acquiescé, disant qu'elle comprenait parfaitement. Elle m'a assuré qu'elle n'attendait pas que tout redevienne comme avant d'un claquement de doigts, et qu'elle savait avoir réellement abîmé notre relation. C'était la réflexion la plus lucide que j'avais entendue de sa part depuis longtemps, et ça m'a vraiment donné espoir que la thérapie lui faisait du bien. Les semaines suivantes, Chloé a gardé ses distances et s'est concentrée sur sa propre vie plutôt que sur la mienne. Ma mère m'a raconté qu'elle avait pris une colocataire pour partager les frais, puis qu'elle sortait désormais avec quelqu'un d'autre, dans une relation qui semblait nettement plus équilibrée que la précédente. Sur Facebook, Chloé parlait de son nouveau copain normalement, sans y mettre cette intensité bizarre qu'elle réservait à Ryan. Elle racontait des anecdotes, des sorties, comme n'importe qui, sans donner l'impression de tout travestir en histoire secrète. 3 mois après l'incident sur Facebook, Ryan m'a annoncé un matin qu'il se sentait prêt à rester courtois avec Chloé lors des réunions de famille, mais qu'il ne pourrait plus jamais l'aider comme avant et que cette limite-là était définitive. J'ai trouvé ça tout à fait raisonnable et je lui ai assuré que, si Chloé avait besoin d'aide à l'avenir, je m'en chargerais. Il avait l'air vraiment soulagé de voir que je n'essayais pas de le forcer à revenir sur sa décision. Je comprenais son besoin de poser ses limites, et j'avais bien l'intention de les respecter, quoi qu'il arrive. Un jour, Isabella m'a envoyé un message. Elle avait croisé Chloé dans un café du centre-ville, et, pour la première fois depuis des lustres, leur échange avait été parfaitement normal. Chloé lui avait demandé de ses nouvelles, parlé de son travail, sans la moindre gêne. Isabella m'a confié que Chloé lui avait dit qu'elle était reconnaissante d'avoir une seconde chance, et que la thérapie lui avait permis de mieux se comprendre. Ça m'a vraiment soulagée d'apprendre que Chloé arrivait à renouer des liens sains, sans rendre toutes les discussions pesantes ou bizarres. Mes parents aussi paraissaient nettement plus détendus à la réunion de famille suivante. Ma mère n'était plus sur les nerfs, mon père retrouvait même son humour, quand auparavant il s'était toujours montré tendu. Malgré tout, il subsistait ce sentiment discret que notre famille avait traversé une épreuve qui laisserait des traces et que rien ne serait jamais tout à fait comme avant. Avant de partir, mon père m'a prise à part et m'a dit qu'il était fier de la façon dont j'avais géré la situation, d'avoir posé des limites, tout en laissant à Chloé l'opportunité d'avancer et que c'était là une vraie force. Ce soir-là, de retour à la maison, Ryan m'a confié qu'il m'était reconnaissant de ne jamais avoir douté de lui pendant toute cette histoire. Il savait à quel point ça avait été difficile d'affronter ma propre sœur, mais il trouvait que je l'avais toujours soutenue, même quand c'était pénible. Je lui ai répondu que, pour moi, c'est ça le mariage. Toujours nous choisir. Cette épreuve, aussi bizarre et douloureuse soit-elle, nous avait finalement rapprochés parce qu'elle nous avait obligés à communiquer franchement et à nous épauler. Ryan a ajouté qu'avoir surmonté le déni et les illusions de Chloé lui avait donné davantage confiance dans notre couple, car il avait vu comment on affrontait une crise ensemble. Un soir, ma mère m'a appelé pour m'annoncer que Chloé avait commencé à faire du bénévolat dans un centre d'accueil en ville pour personnes en difficulté. Sa thérapeute pensait que cela l'aiderait à se tourner vers les autres, à sortir de ses préoccupations personnelles et à prendre du recul. 2 fois par semaine, Chloé répondait au téléphone et épaulait des personnes en situation de détresse. D'après ma mère, elle prenait ce bénévolat très à cœur et semblait sincèrement décidée à aider, ce qui tranchait vraiment avec son attitude habituelle centrée sur elle-même. 3 semaines après avoir commencé, Chloé a confié à ma mère qu'un appel lui avait rappelé sa propre détresse après sa rupture et qu'elle regrettait de ne pas avoir pris la peine, à l'époque, de demander de l'aide plus tôt au lieu de s'enfermer dans sa spirale. Pour ma mère, c'était le signe que Chloé commençait enfin à tirer profit de ses séances au lieu de simplement faire acte de présence. Je lui ai demandé si Chloé parlait encore de Ryan ou de moi. Elle m'a rassurée en disant que non. Chloé semblait surtout préoccupée par son travail, son nouveau compagnon et l'association. Et franchement, c'était une avancée, car pendant des mois, tout finissait toujours par revenir, d'une manière ou d'une autre, à Ryan et à leur soi-disant lien spécial. 4 mois après le fiasco sur Facebook, mes parents ont organisé le dîner de Thanksgiving et, pour la première fois, je n'ai pas passé la journée à craindre que Chloé ne sorte une remarque déplacée. Elle est arrivée avec son petit ami, ils se sont posés tous les deux sur le canapé et ont bavardé avec ma tante de sujets tout à fait banals, comme les embouteillages ou les horaires de travail. Quand Ryan est rentré après avoir aidé mon père dans le garage,
Chloé lui a simplement dit bonjour, puis a repris sa conversation, sans le regarder de manière insistante ni faire de sous-entendus. J'ai alors pris conscience que, pour une fois, je me détendais vraiment, sans avoir à surveiller chacune de ses paroles. Au dîner, Chloé a demandé à Ryan de lui passer le pain. Il s'est exécuté et c'est tout. Aucune tension, aucun sourire en coin, aucun commentaire sur le fait qu'il l'aide toujours. Ma mère m'a adressé un léger sourire depuis l'autre bout de la table, et j'ai compris qu'elle pensait comme moi. On était peut-être enfin en train de s'en sortir en famille. Après le repas, Chloé a annoncé qu'elle venait d'être promue responsable d'équipe dans son nouveau boulot, et tout le monde l'a félicitée chaleureusement. Elle avait l'air sincèrement heureuse, sans chercher à monopoliser l'attention, ni ramener le sujet à elle. Son copain a passé son bras autour de ses épaules, et elle s'est levée contre lui tout naturellement, comme les couples qui sont vraiment bien ensemble. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que c'était ce genre de relation que Chloé méritait, pas le scénario bancal qu'elle avait imaginé avec mon mari. Sur le chemin du retour, Ryan m'a confié qu'il était fier de la manière dont notre famille avait traversé cette épreuve sans éclater. Il disait que beaucoup auraient juste coupé les ponts ou choisi leur camp en restant fâchés pour de bon. Je lui ai répondu que moi aussi j'étais fière, qu'on avait su poser des limites au bon moment, tout en laissant à Chloé la chance de vraiment changer. Mes parents nous avaient épaulés quand il le fallait, mais au final, c'est Chloé qui avait pris ses responsabilités en cherchant de l'aide au lieu de s'excuser pour recommencer juste après. Ryan a alors pris ma main, l'a serrée et m'a dit « Traverser quelque chose d'aussi étrange et douloureux ensemble me rend plus sûre de nous que jamais. » J'ai serré sa main à mon tour, en pensant à tout ce chemin parcouru, à la nouvelle vie de Chloé entre son travail, son copain et le bénévolat, à cette sœur que j'avais enfin retrouvée, et à la force qu'on avait tous gagnée dans la tempête, plutôt que d'y laisser des plumes.